Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, version 2 de la distance entre deux droites non coplanaires de l'espace, du chapitre orthogonalité dans l'espace. Vous trouverez dans le descriptif de la vidéo un polycopier en format PDF ainsi qu'un lien vers mon blog. Vous pouvez trouver divers documents. L'énoncé distance entre deux droites non coplanaires, ABC2FGH est un cube d'arête 6, on pose vecteur I égale 1/6 du vecteur AB, vecteur J 1/6 du vecteur AD et vecteur K 1/6 du vecteur AE. L'espace est muni du repère orthonormé A, vecteur I, vecteur J, vecteur K. Le point L est le milieu du segment CD. On admet que les droites AG et BL ne sont pas coplanaires. Figure réalisée avec GeoGebra en perspective cavalière. Alors, comment démontrer par exemple que les droites AG et BL ne sont pas coplanaires? Si on considère le plan ABL, qui est en fait le plan ABCD, le point G n'appartient pas à ce plan, donc les points AB et LG ne sont pas coplanaires, donc les droites AG et BL ne sont pas coplanaires. On admet que le point M de coordonnées T, T, T avec TRL est un point de la droite AG, le point N de coordonnées 6 S, 2S0 avec SRL est un point de la droite BL. Alors je vous démontrerai quand même tout à l'heure pourquoi c'est vrai. Question 1, calculer les coordonnées des vecteurs AG et BL. Question 1b, justifier que le vecteur W de coordonnées 2, 1, 3 est orthogonal au vecteur AG et BL. Question 2, déterminer le point M de la droite AG et le point N de la droite BL tels que les vecteurs MN et W soient collinaires. Question 3, on appelle I le point de la droite AG et J le point de la droite BL tels que les vecteurs IJ et W sont collinaires. Montrer que la droite IJ est perpendiculaire aux droites AG et BL. Question 4. M et N sont des points quelconques, respectivement des droites AG et BL. Petit a, montrer que Mn carré est égal à IJ carré plus le carré scalaire de la somme des vecteurs MI et GN. Petit b, en déduire que IJ est la distance minimale entre un point de la droite AG et un point de la droite BL. Calculer la distance IJ. Alors, petite remarque, quand j'ai fabriqué cet exercice, pour cette question 4, en fait, je me suis inspiré d'une question qu'il y avait eu d'un sujet de bac. Dans mes souvenirs, c'est entre 2010 et 2020. Oui, c'est pas très précis, mais bon, ce sont mes souvenirs. Alors, je connaissais pas cette méthode pour montrer que la distance IJ était ce qu'on appelle la distance d'ailleurs entre les droites AG et BL. On va voir qu'elle est intéressante. Moi, je connaissais deux autres méthodes, je vous en parlerai tout à l'heure, au moins d'une. Alors, papier, stylo, et vous pouvez essayer de chercher cet exercice. La correction dans quelques instants. Alors d'abord, deux remarques. Alors, la première remarque consiste, selon moi, à donner les coordonnées des sommets du cube d'arête 6 qu'on vous donne, ABC2FGH. Et donc, assez facilement, le point A, comme c'est l'origine du repère, c'est coordonnées 0, 0, 0. Le point B, quand on vous dit que le vecteur I, c'est 1/6 du vecteur AB, c'est 6 vecteurs I, et donc on trouve que les coordonnées du point B sont 6, 0, 0. Vecteur AD, c'est 6 vecteurs J, donc on trouve assez facilement les coordonnées du point D, 0, 6, 0, et pour le point C, je pense que c'est à peu près immédiat, 6, 6, 0. Et puis ensuite, pour obtenir les coordonnées des points EFGH, moi j'utilise toujours cette petite astuce qui consiste à se dire que le carré ABCD a pour image le carré EFGH par la translation de vecteur 6, vecteur K. Je reprends la figure, vous passez de ABCD, vous montez entre guillemets ici le carré ABCD, par la translation de vecteur 6, vecteur K, vous allez obtenir le FGH. Ce qui fait que aux coordonnées du point A, par exemple, il suffit d'ajouter 6 à la cote de A pour obtenir les coordonnées de E à partir du point A.
Et puis, on fait exactement la même chose pour le point B, c'est coordonnées 6, 0, 0. Pour le point F, on conserve l'abscisse et l'ordonnée, on ajoute 6 à la cote. 0 plus 6 donne 6. Et ainsi de suite pour obtenir les coordonnées des points G et H. La deuxième remarque, ça consiste à regarder ce que dit dans l'énoncé où on admet que le point M de coordonnées T avec TRL est un point de la droite AG. En fait, ça veut dire tout simplement que une représentation paramétrique de la droite AG, c'est X égale T, Y égale T, Z égale T, T appartenant à R. Alors, si le jour du bac, on vous demande de démontrer qu'effectivement, cette représentation paramétrique est une représentation paramétrique de la droite AG, ce que vous pouvez faire, c'est dire, vous considérez une droite delta de représentation paramétrique X égale T, Y égale T, Z égale T, et vous montrez que les points A et G appartiennent à cette droite delta, ce qui fait que la droite delta, c'est la droite AG. Alors ici, ça va être facile avec A et G. A 0, 0, 0 et G 6, 6, 6. Donc il me semble qu'il suffit, par exemple, de se dire, tiens, l'abscisse du point A c'est 0, X égale T, je dois prendre T égale 0. Et pour T égale 0, on va retrouver X égale T égale 0, Y égale T égale 0, Z égale T égale 0, et on obtient les coordonnées du point A. Bon, pour le point G, ça me paraît à peu près évident qu'il faut prendre T égale 6. Et pour T égale 6, on va trouver X égale 6, Y égale 6, Z égale 6, et on obtient les coordonnées du point G. Alors, pour la droite BL, on nous dit que le point N de coordonnées 6 moins S de S0 avec S réel est un point de la droite BL. Ça veut dire qu'une représentation paramétrique de la droite BL est X égale 6 moins S, Y égale 2S, Z égale 0, avec S appartenant à R. Alors, on sait que le point B a pour coordonnées 6, 0, 0 et L a pour coordonnées 3, 6, 0. Comment retrouver les coordonnées des points B et L à partir de cette représentation paramétrique? Alors, Z égale 0 déjà, on le vérifie pour ZL et ZB. Et puis ensuite, si on veut obtenir les coordonnées du point B, on peut se dire, pour quelle valeur de S a-t-on X égale 6? Ou alors, pour quelle valeur de S a-t-on 2S égale 0? Alors 2S égale 0 nous donne S égale 0. Pour S égale 0, eh bien X égale 6 moins S égale 6 moins 0, ça donne 6. Y égale 2 fois S, 2 fois 0 donne 0, et puis Z égale 0. Et on retrouve les coordonnées du point B. Pour le point L, je vais travailler soit avec l'abscisse sous l'ordonnée. Alors je vais prendre l'ordonnée 6, qui doit être égal à 2S. Donc ça veut dire qu'il faut prendre ici S égale 3. Et pour S égale 3, X égale 6 moins S égale 3. Y égale 2S égale 6 et Z égale 0. Et on retrouve les coordonnées du point L. Passion aux questions. Petit 1A, calculer les coordonnées des vecteurs AG et BL. Alors, on connaît les coordonnées du point A, on connaît les coordonnées du point G. Comme le point A est l'origine du repère, le vecteur AG aura les mêmes coordonnées que le point G, 6, 6, 6. Pour le vecteur BL, on a besoin de connaître les coordonnées du point L. Le point L étant le milieu du segment CD, on sait que C a pour coordonnées 6, 6, 0 et D a pour coordonnées 0, 6, 0. Et d'après le cours, le point L a pour abscisse XC plus XD divisé par 2, YC plus YD divisé par 2, et ZC plus ZD divisé par 2. Donc on obtient les coordonnées du point L. Et finalement, c'est 3, 6, 0, ce qu'on peut vérifier assez facilement sur la figure. Alors le point B a pour coordonnées 6, 0, 0, et le point L a pour coordonnées 3, 6, 0. Donc pour obtenir les coordonnées du vecteur BL, on va avoir comme abscisse XL moins XB, comme ordonnée YL moins YB, et comme code ZL moins ZB. Donc en présentant comme ça la verticale, bon, j'ai pas mis de mot de liaison pour que ce soit plus clair. Donc on va faire 3 moins 6 pour avoir l'abscisse. 6 moins 0 pour avoir l'ordonnée, et puis 0 moins 0 pour avoir la cote. Et finalement,
on obtient que le vecteur BL a pour coordonnées moins 3, 6, 0. Question 1b, justifier que le vecteur W de coordonnées 2, 1, moins 3 est orthogonal au vecteur AG et BL. Alors souvent, j'avais au moins un de mes élèves qui me disait, mais monsieur, dans chaque énoncé, on nous donne un vecteur, ses coordonnées, et on vérifie qu'il est orthogonal au vecteur AG et BL, comme on pourrait faire, par exemple, pour obtenir, à partir des coordonnées des vecteurs AG et BL, un vecteur qui soit orthogonal à ces deux vecteurs. Alors, c'est pas tout à fait dans l'esprit du programme, mais je vous montrerai peut-être dans les vidéos comment on peut procéder. Ça fait partie de ce qu'on appelle les approfondissements de terminale. On pourrait le faire. Bon, là, je vais pas le faire. W de coordonnées 2, 1, moins 3, le vecteur AG de coordonnées 6, 6, 6. Donc, on va calculer le produit scalaire des vecteurs W et AG. Produit des abscisses, plus produit des ordonnées, plus produit des codes d'après le cours. Et donc, produit des abscisses, 2 fois 6, plus 1 fois 6, plus moins 3 fois 6. Alors, je conseillais à mes élèves de mettre des parenthèses partout. Ça, c'est pour éviter les erreurs de calcul, notamment avec quand il y a des nombres négatifs. Et donc, on obtient 12 plus 6 moins 18, c'est-à-dire 0. Et comme le produit scalaire des vecteurs W et AG est égal à 0, on en déduit que le vecteur W est orthogonal au vecteur AG. Bon, on procède de la même manière pour démontrer que le vecteur W va être orthogonal au vecteur BL. Bon, peut-être pas le lire. On obtient que le vecteur W est orthogonal au vecteur BL. Question 2, de déterminer le point M de la droite AG et le point M de la droite BL, tel que les vecteurs Mn et W soient collinaires. Alors le vecteur W, on connaît ses coordonnées, 2, 1, moins 3. Alors pour le vecteur Mn, on connaît les coordonnées des points M et N, donc on va en déduire les coordonnées du vecteur Mn. Donc 6 moins S moins T pour l'abscisse. 2S moins T pour l'ordonnée et 0 moins T pour la cote. Et donc, on obtient ces coordonnées. Le vecteur Mn a pour coordonnées 6 moins S moins T, 2S moins T moins T. Alors, moi, j'avais un petit peu pour habitude, pour les vecteurs collinaires, de fabriquer un petit tableau. Alors ici, vous voyez que ce tableau, j'ai écrit le vecteur Mn en fonction des vecteurs IJK. Vecteur Mn, c'est 6 moins S moins T vecteur I, plus 2S moins T vecteur J, plus moins T vecteur K. Même chose pour le vecteur W, j'indique ses coordonnées. Alors, quel est l'intérêt de ce tableau? C'est que le tableau constitué par les 6 nombres que vous voyez en grisé doit être un tableau de proportionnalité. Et donc, on doit pouvoir passer d'une ligne à l'autre en multipliant par un même coefficient. Je ne vais pas utiliser ici, je vais plutôt dire que on doit avoir 6 moins S moins T divisé par 2 qui doit être égal à 2S moins T divisé par 1 qui doit être égal à moins T divisé par moins 3. Alors évidemment, la question que vous pourriez me poser, c'est de dire, mais si jamais il y avait une valeur nulle, par exemple, à la place de moins 3, ici on aurait aussi 0. Donc on n'en tiendrait pas compte et on trouverait que les deux premiers. Voilà pourquoi après peut-être. Donc les vecteurs Mn et W sont collinaires, c'est seulement si les triplés 6 moins S moins T, 2S moins T et 2, 1 moins 3 sont proportionnels. Et donc ça va vouloir dire que 6 moins S moins T divisé par 2 est égal à 2S moins T divisé par 1 est égal à moins T divisé par moins 3. Alors, petite remarque, on a deux égalités, je vais les appeler ABC, les nombres A égale B égale C, ça signifie que A égale B et B égale C. Ça me paraît à peu près évident. Alors, on va simplifier un petit peu l'écriture, puisque ça va nous donner 6 moins S moins T divisé par 2 égale 2S moins T, 2S moins T égale T sur 3.
On aurait aussi 6 moins S moins T divisé par 2 égale moins T divisé par moins 3, mais je ne vais pas l'utiliser, on pourrait le faire. Donc on va être amené à résoudre un système de deux équations ici avec deux inconnus S et T. Alors, on va un petit peu arranger quand même les choses. Pour la première égalité, on peut dire qu'on multiplie par 2 le premier membre et le deuxième membre. On effectue un produit en croix, ce qui revient au même. 6 moins S moins T égale 4S moins 2T. Et pour la deuxième égalité, on multiplie par 3, ce qui va nous donner 6S moins 3T égale T. Alors, je vais ranger les inconnus plutôt dans le premier membre et les constantes dans le deuxième, ce qui fait que la première égalité va se traduire par T moins 5S égale moins 6, et puis la deuxième, 2T moins 3S égale 0. On s'arrange pour mettre, par exemple, l'inconnu T en premier, et l'inconnu S ici en second. On peut faire le contraire. Alors, je vais faire un petit codage. J'aime bien ces histoires de codage. La première équation, je vais l'appeler L1, et la deuxième, je vais l'appeler L2. Alors là, j'ai mis un peu de couleur pour voir bien le premier membre en bleu, là où apparaissent les inconnus, et le deuxième membre, j'ai coloré en rouge, c'est les constantes. Alors, comment faire pour résoudre ce genre de système? Alors, il y a une propriété vue en seconde ou en première pour voir que ce système aura un seul couple solution. Ici, je ne vais pas utiliser, on va carrément le résoudre. Alors, j'ai considéré la deuxième équation, 2t moins 3s égale 0, et puis quand on regarde la première, c'est 1t moins 5s égale moins 6, donc on essaye de faire apparaître en fait un coefficient devant t qui va être le même. Alors évidemment, il suffirait ici, on le voit, de multiplier l'un par 2 pour obtenir le même, et moi je multiplie par moins 2 parce qu'ensuite je vais plutôt additionner membre à membre. Alors, en multipliant les coefficients de L1 par moins 2, on va obtenir moins 2t plus 10s égale 12. Et ce qui fait qu'on a 2t dans la première équation ici, et moins 2t dans la deuxième, en ajoutant membre à membre, les t vont disparaître. Alors, je les ai quand même fait apparaître ici, mais bon. Donc, on ajoute L2 avec moins 2L1. Donc, ça veut dire que L2 moins 2L1 va donner 2t moins 3s moins 2t plus 10s égale 0 plus 12. Alors, il va nous rester moins 3s plus 10s, c'est 7s, et puis dans le deuxième membre 12, et donc on obtient s égale 12 septièmes. Maintenant qu'on connaît s, on va chercher t, il suffit de remplacer s dans une des deux équations L1 ou L2, ou alors, ce que j'ai fait, c'est de dire, L1, c'est 1t moins 5s moins 6, donc L1 peut se traduire par petit t égale 5s moins 6, donc petit t égale 5 fois 12 septièmes, 60 septièmes, et puis moins 6, c'est moins 42 septièmes, ce qui va me donner 18 septièmes pour t. Donc on connaît maintenant les valeurs de s et t. Alors, pour t égale 18 septièmes, on va calculer les coordonnées du point M. X égale t, donc 18 septièmes, Y égale t, 18 septièmes, et Z égale t, 18 septièmes. Donc, les coordonnées du point M sont 18 septièmes, 18 septièmes, 18 septièmes. Pour avoir les coordonnées du point N, qui appartient à la droite BL, voilà. X égale 6 moins S, ça va donner 42 septièmes moins 12 septièmes, 30 septièmes. Y égale 2S égale 2 fois 12 septièmes, 24 septièmes, et puis Z égale 0. On peut conclure, le point N a pour coordonnées 30 septièmes, 24 septièmes, 0. Et ainsi, les vecteurs Mn et W sont collinaires pour le point M et les points N que nous venons de trouver. Et il n'y a que pour ces deux points que les vecteurs Mn et W sont collinaires, sachant que le point M appartient à la droite AG et le point N à la droite BL. Question 3, on appelle I le point de la droite AG et J le point de la droite BL, tels que les vecteurs IJ et W sont collinaires. Montrer que la droite IJ est perpendiculaire aux droites AG et BL. Je veux dire, c'est presque évident, mais bon. Remarque. Alors d'abord,
on va quand même donner les coordonnées du point I et du point J. C'est celle qu'on a trouvée la question précédente. Et puis j'ai calculé les coordonnées du vecteur IJ. On va essayer quand même de vérifier que le vecteur IJ et le vecteur W sont bien collinaires. Et donc le vecteur IJ, ses coordonnées, 37e moins 18 septième donne 12 septièmes. 24 septièmes moins 12, 18 septièmes donne 6 septièmes et 0 moins 18 septièmes va donner moins 18 septièmes. Alors il y a plusieurs façons de faire, mais bon ici je me suis dit les coordonnées du vecteur W sont quand même assez simples. Donc on va multiplier les coordonnées du vecteur IJ par 7 pour obtenir des entiers. On obtient 12, 6 moins 18 et 12, 6 moins 18 sont dans la table de 6, donc en divisant par 6, c'est-à-dire en calculant les coordonnées du vecteur 7 sixième de IJ, on trouve 2, 1, moins 3, et donc là, ce sont les coordonnées du vecteur W, donc on peut même dire que le vecteur W, c'est 7 sixième du vecteur IJ. Alors pour répondre vraiment à la question qui est posée, j'ai fait une petite figure ici, en perspective. Alors on sait que le vecteur W est collinaire au vecteur IJ. On ne sait pas encore qu'il y a des angles droits en I et en J, là, mais on va le justifier. Alors je vous ai représenté un vecteur W à partir du point B, parce que on sait que le vecteur W est orthogonal au vecteur BL, et puis aussi un vecteur W à partir du point A, on sait que le vecteur W est orthogonal au vecteur AG. Et puis J est un vecteur collinaire à W, donc... Alors il y aurait plusieurs façons de procéder, on pourrait se dire par exemple le vecteur W est orthogonal au vecteur AG, donc forcément ici, comme W c'est 7 sixième de IJ, le vecteur IJ est orthogonal au vecteur AG, donc les droites IJ et AG sont orthogonales. On pourrait procéder de la même façon avec la droite BL. Bon, je vous donne une rédaction un petit peu en français, j'aime bien de temps en temps rédiger. Donc les vecteurs IJ et W sont collinaires et les vecteurs AG et W sont orthogonaux. Donc automatiquement les vecteurs IJ et AG sont orthogonaux et donc la droite IJ est orthogonale à la droite AG. Alors comme la question dit qu'il faut montrer que la droite IJ est perpendiculaire à la droite AG, ça veut dire qu'elles doivent se couper en un point. Et ce point, il n'est pas trop dur à obtenir, c'est le point I, parce qu'il appartient à la droite AG, et il appartient aussi évidemment à la droite IJ, donc la droite IJ est perpendiculaire à la droite AG, on pourrait même préciser en I. Les vecteurs IJ et W sont collinaires, et les vecteurs BL et W sont orthogonaux, donc les vecteurs IJ et BL sont orthogonaux. Donc la droite IJ est orthogonale à la droite BL. Alors ici, évidemment, c'est le point J qu'on va aller chercher, parce qu'on sait qu'il appartient à la droite BL, et donc la droite IJ est perpendiculaire à la droite BL, et on pourrait même préciser en J. Alors, une petite information dit que la droite IJ est une perpendiculaire commune aux droites AG et BL. À ce propos, dans le sujet de bac numéro 1 d'Amérique du Sud, tombé en novembre 2024, on vous parle de droite orthogonale à deux droites non coplanaires, on vous parle aussi de distance. Comme quoi, il est préférable de connaître certaines choses sur ces perpendiculaires communes à deux droites non coplanaires. Alors un complément avec des figures où je vous ai indiqué notamment la distance IJ donnée par GeoGebra, 3,207, on verra ça peut-être tout à l'heure, mais c'est une valeur approchée. Et puis si on crée une vue du plan passant par les points AIJ, par exemple, on obtient J orthogonal à AG, avec une vue du plan passant par les points BIJ, évidemment, IJ orthogonal à BL, et puis on retrouve cette fameuse valeur approchée de la distance IJ.
Alors, la question 4a, montrer que Mn au carré égale Ij carré plus le carré scalaire de la somme des deux vecteurs Mi et Jn. Bon, moi, j'avais trouvé que c'était une question difficile. J'aimerais bien savoir combien d'élèves avaient réussi à résoudre ce genre de questions le jour du bac, là. Bon, on rappelle que M et N sont des points quelconques, respectivement des droites AG et BL. Alors, il faut quand même se souvenir que déjà, le carré d'une distance, Mn, c'est aussi le carré scalaire du vecteur Mn. Et puis, le carré de la distance Ij, c'est aussi le carré scalaire du vecteur Ij. Alors, on pourrait avoir envie de travailler avec les coordonnées, je vous le déconseille, parce que il y aurait beaucoup de calculs à faire, hein. En plus, les coordonnées de M et de N dépendent de T et de S. Bon, on va essayer de faire un travail avec des vecteurs. Et donc, l'idée, c'est de décomposer le vecteur Mn. La question qui nous est posée peut nous permettre de trouver quand même le chemin. Il faut faire apparaître le vecteur Mi, le vecteur Jn et le vecteur Ij. Alors, il me semble que un chemin naturel, c'est vecteur Mn égale vecteur Mi plus vecteur Ij plus vecteur Jn d'après la relation de Chasles. Et comme dans le résultat, on voit qu'il y a le carré scalaire des vecteurs Mi et Jn, donc j'ai regroupé Mi et Jn ensemble et puis j'ai placé une parenthèse. Et le vecteur Ij, je l'ai passé en première position. C'est un petit peu ça l'astuce. Si on ne procède pas tout à fait comme ça, on risque de pas forcément trouver facilement le résultat. Et donc, le carré scalaire du vecteur Mn, c'est le carré scalaire de vecteur Ij plus vecteur Mi plus vecteur Jn. Donc, on a une identité remarquable, on va développer le carré scalaire. Ça va nous donner le carré scalaire du vecteur Ij, plus 2 vecteurs Ij scalaire vecteur Mi plus vecteur Jn, plus le carré scalaire du vecteur Mi plus vecteur Jn, qu'on veut dans le résultat, donc lui on n'y touchera plus, Ij carré, on le veut dans le résultat, on n'y touchera plus, et on va s'intéresser au terme central que je vais développer. 2 Ij scalaire Mi plus 2 Ij scalaire Jn, voilà le terme central. Et si on veut le résultat, ça veut dire que la somme de ces deux quantités doit faire 0. Alors on va voir que, en fait, il suffit de s'intéresser à vecteur Ij scalaire vecteur Mi, on va prouver que c'est 0. De même pour Ij scalaire vecteur Jn. Alors, avec une petite figure, je vous ai mis un petit peu en bas à droite, là, vous allez peut-être mieux voir les choses. Le vecteur Ij et le vecteur Mi. Comme M et I sont des points de la droite AG, le vecteur Mi, il est collinaire au vecteur AG. Le vecteur AG est orthogonal au vecteur Ij, donc on va obtenir que le vecteur Mi est orthogonal au vecteur Ij, donc le produit scalaire du vecteur Ij et du vecteur Mi va être égal à 0. Allons-y, réaction, les vecteurs Mi et AG sont collinaires, et le vecteur Ij est orthogonal au vecteur AG, donc le vecteur Ij est orthogonal au vecteur Mi, donc vecteur Ij scalaire vecteur Mi égale 0. Et puis on procède un peu de la même façon pour le produit scalaire entre les vecteurs Ij et Jn, Ij et Jn sur la figure. Le vecteur Ij est orthogonal au vecteur BL, et le vecteur Nj est collinaire au vecteur BL, puisque les points NBGL sont alignés. Les vecteurs Jn et BL sont collinaires, et le vecteur Ij est orthogonal au vecteur BL. Donc le vecteur Ij est orthogonal au vecteur Jn, donc le produit scalaire des vecteurs Ij et Jn est égal à 0. On en déduit ainsi que Mn au carré égale Ij carré plus le carré scalaire du vecteur Mi ajouté au vecteur Jn. Joli. Pas simple. Question 4b, en déduire que Ij est la distance minimale entre un point de la droite AG et un point de la droite BL et calculer Ij. On vient de trouver que
Mn carré égale IJ carré plus le carré scalaire du vecteur MI plus le vecteur JN. Donc on a tout pour travailler puisque M et N sont des points quelconques respectivement des droites AG et BL. Alors le carré scalaire du vecteur MI plus vecteur JN, c'est aussi la norme du vecteur MI plus vecteur JN au carré, et on sait que ce nombre est positif. Déjà la norme d'un vecteur est positive. Et donc, en ajoutant IJ carré dans le premier membre et dans le deuxième membre, on va faire apparaître évidemment ici Mn au carré, qui va être supérieur ou égal à IJ carré. Et donc, en utilisant par exemple la racine carrée, on va obtenir Mn supérieur ou égal à IJ, sachant que la fonction racine carrée est croissante sur l'ensemble des réels positifs et que Mn et IJ sont des nombres positifs, bien sûr. Et donc, IJ est bien la distance minimale entre les droites AG et BL. IJ est la distance minimale entre un point de la droite AG et un point de la droite BL. Calculons la distance IJ quand même. On connaît les coordonnées des points I et J, donc on va obtenir les coordonnées du vecteur IJ qu'on a déjà calculé. Et pour calculer IJ au carré, il suffit de dire que c'est la norme du vecteur IJ au carré. On a une formule dans le cours qui dit que la norme d'un vecteur au carré, c'est l'abscisse du vecteur au carré, plus l'ordonnée du vecteur au carré, plus la cote du vecteur au carré. Tout calcul fait, 12 au carré plus 6 au carré plus 18 au carré va nous donner 504 qu'on va diviser par 7 au carré. Et par passage à la racine carrée, on obtient IJ égale racine carrée de 504 divisé par 7. Et racine carrée de 504, c'est 6 racines de 14. Et donc IJ égale 6 racines de 14 divisé par 7, dont une valeur approchée est la valeur approchée qu'on a vue tout à l'heure avec GeoGebra. On aurait pu aussi utiliser le vecteur W parce que ses coordonnées sont assez simples, sont des entiers. Calculer la norme du vecteur W, et pour avoir IJ, il suffirait de calculer les 6 septièmes de la norme du vecteur W. On aurait ainsi directement 6 racines de 14 sur 7. Alors je vais vous faire un complément à cette fameuse question 4b. On avait trouvé la question 4a, Mn carré égale IJ carré plus le carré scalaire du vecteur MI plus le vecteur JN. Alors, peut-on avoir le carré scalaire du vecteur MI plus vecteur JN égal à 0 ? Bah oui, certainement, puisque quand M est en I et N est en J, ça doit marcher. Donc on va le vérifier. Si M égale I, N égale J, vecteur MI plus vecteur JN, c'est le vecteur nul plus le vecteur nul, on obtient le vecteur nul. Et donc dans ce cas-là, peut-être l'écrire quand même. Donc on a bien le carré scalaire du vecteur MI plus vecteur JN égale 0. Alors on va se poser la question de la réciproque, c'est que si le carré scalaire du vecteur MI plus vecteur JN égale 0, que va-t-il se passer ? Déjà, on va pouvoir dire que vecteur MI plus vecteur JN égale vecteur nul, puisque la norme d'un vecteur au carré qui est égal à 0, cela veut dire que la norme du vecteur vaut 0, et ça veut dire que le vecteur vaut 0, le vecteur nul, pardon. Alors, pour poursuivre, on va dire que le vecteur MI, il est collinaire au vecteur AG, on l'a déjà eu. En fait, j'ai dit les points M et I appartiennent à la droite AG, donc le vecteur MI peut s'écrire A vecteur AG. De la même façon, les points N et J appartiennent à la droite BL, et donc vecteur JN égale B vecteur BL. Ce qui fait que vecteur MI plus vecteur JN égale B vecteur nul peut se traduire par A vecteur AG plus B vecteur BL égale vecteur nul. Or, on sait que les vecteurs AG et BL ne sont pas collinaires. Et donc, on va pouvoir en déduire que les deux coefficients A et B sont nuls. Alors, je vais vous montrer la propriété à la page suivante après, que je vais démontrer. Si vous ne la connaissez pas, cette propriété, c'est pas sûr que vous la connaissiez. En fait, l'idée, c'est de se dire, est-ce que je pourrais avoir, par exemple, A égale 0 ?
Bah, si A n'était pas égal à 0, A vecteur AG égale moins B vecteur BL, et donc on aurait le vecteur AG, ce serait moins B sur A vecteur BL, donc les vecteurs AG et BL seraient collinaires, ce qui est faux. Donc automatiquement A vaut 0, et on peut procéder de la même façon pour montrer que B est forcément égal aussi à 0. Bref, bah, puisque le vecteur émis est égal à A vecteur AG et que A vaut 0, 0 vecteur AG va nous donner le vecteur nul, donc émis ça va être le vecteur nul, donc forcément M égale I. De même, vecteur Gn c'est B vecteur BL et B vaut 0, donc vecteur Gn ce sera le vecteur nul et donc forcément N égale J. Donc on vient de montrer que si le carré scalaire du vecteur émis plus vecteur Gn vaut 0, alors M égale I et N égale J, ce qui fait qu'on a une équivalence. Le carré scalaire du vecteur émis plus vecteur Gn vaut 0, c'est seulement si M égale I et N égale J, ce qui veut dire que Mn égale J, si et seulement si M égale I et N égale J, ce qui veut dire que bah, IJ c'est la seule distance minimale entre les droites AG et BL. Il ne peut pas y avoir deux autres points des droites AG et BL qui ont une distance minimale entre les deux droites. On pourrait ainsi démontrer aussi que du coup, la droite IJ est la seule perpendiculaire commune aux droites AG et BL, mais je ne vais pas m'engager là-dedans. Alors, la fameuse propriété dont je vous ai parlé, si on considère deux vecteurs U et V qui ne sont pas collinaires, alors qu'est-ce qu'on va démontrer? Si A vecteur U plus B vecteur V égale vecteur nul, alors automatiquement égale 0 et B égale 0. Des vecteurs qui ne sont pas collinaires, dans l'enseignement supérieur, on appelle ça des vecteurs indépendants. Alors la preuve que je vous ai fait oralement tout à l'heure, quasiment, A vecteur U plus B vecteur V égale vecteur nul. Alors est-ce qu'on peut avoir B différent de 0? Eh bien A vecteur U plus B vecteur V égale vecteur nul, ça nous entraîne à dire que B vecteur V égale moins A vecteur U, et si B est non nul, on va pouvoir dire que V égale moins A divisé par D, B vecteur U. Et donc, les vecteurs U et V seraient collinaires, ce qui est faux. On va utiliser en fait un raisonnement par l'absurde. On peut dire donc ainsi B égale 0. Alors, on pourrait faire le même raisonnement pour A. En fait, je ne vais pas le faire de cette façon. C'est beau les maths, il y a plusieurs façons de faire. On va poursuivre en disant bah, A vecteur U plus B vecteur V égale vecteur nul et B égale 0. Donc forcément, A vecteur U égale vecteur nul. Mais comme le vecteur U ne peut pas être le vecteur nul, puisque les vecteurs U et V ne sont pas collinaires, parce qu'on sait que le vecteur nul est collinaire à tout vecteur, donc c'est pas possible ici que le vecteur U soit égal au vecteur nul. Et donc forcément c'est A qui vaut 0. Ainsi la démonstration est faite. Petite cerise sur le gâteau, donc la configuration qui nous est donnée dans cet exercice avec le cube ABCD EF GH d'arrêt 6. On a les points I et J. Et puis, vous voyez que j'ai fait apparaître d'autres points, alors notamment le point N qui appartient à la droite BL, et puis le point M qui n'est pas toujours facile à capturer, donc je vais le capturer dans la fenêtre algèbre, et avec les flèches on peut le bouger. Bon là quand il va être par là, je pense que je peux le choper facilement. Voilà, donc le point M qui se balade. Et puis, après tout, je vais le mettre ici. Et puis, j'ai introduit la droite parallèle à la droite BL, passant par le point I ici. Et puis, j'ai créé un point S qui appartient à cette fameuse droite, de telle sorte que le segment IJ soit parallèle à SN et le segment IJ a la même longueur que le segment SN, ce qui fait qu'en fait IJ NS est un parallélogramme, mais c'est même mieux qu'un parallélogramme parce que la droite IJ est orthogonale à la droite IS et donc il y a un angle droit. Enfin, IJNS est en fait un rectangle.
Et alors si on bouge la figure, on peut peut-être, voilà, puis on pourrait même placer des angles droits, enfin. Alors quand le point M se balade sur la droite AG, évidemment j'ai du mal à le choper. Voilà, sauf quand M est en I, je peux considérer un plan, le plan SIM. Et puis on peut démontrer que la droite IJ est orthogonale à ce plan SIM. IJ déjà est orthogonale à IS. Et puis on peut démontrer aussi que IJ est orthogonale à une autre droite qui va être la droite MI, puisque la droite MI c'est la droite AJ. Donc IJ est orthogonale à deux droites sécantes du plan SIM. IJ est orthogonale à toute droite de ce plan. Donc par exemple, IJ va être orthogonale à la droite SM. Mais comme IJ est parallèle à SN, SN va être orthogonale à SM, ce qui fait que dans la figure de droite, vous voyez que le triangle MNS est un triangle rectangle en S. Et comme MNS est un triangle rectangle en S, l'hypoténuse qui est MN, elle est forcément supérieure à SN. Et je rappelle que la longueur de SN, c'est la même que IJ. Et donc, on a bien MN qui est toujours supérieur ou égal à IJ. Alors, évidemment, il y a le cas où le point M pourrait être confondu avec le point I. Je ne vais pas en parler ici. On arrivera à montrer de toute façon que la longueur MN est toujours supérieure ou égale à la longueur IJ. Voilà, alors si on fait bouger un peu les points, évidemment, le triangle de la figure de droite évolue. Alors, une question que je me suis posée, c'est est-ce que le triangle MNS pourrait avoir une aire qui soit la plus petite possible? Enfin, ça peut être intéressant. En fait, on arrive à se poser des questions. Parfois, justement parce qu'on a créé la figure avec un logiciel. Bon, alors après, on peut aussi un peu tourner la figure, mais voilà. Donc, c'est une méthode pour montrer que Mn est la distance minimale, IJ est la distance minimale entre un point M de la droite AG et un point N de la droite BL. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. J'espère que ça vous aura plu, même si ça n'est pas facile. Il me reste à vous souhaiter une belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force soit avec tous ceux qui étudient. Il me reste à vous dire le classique. Au revoir.